Albertine m'avait tant retardé que la comédie venait de finir quand j'arrivai chez madame de Villeparisis. Et peu désireux de prendre à revers le flot des invités qui s'écoulaient en commentant la grande nouvelle, la séparation qu'on disait déjà accomplie entre le duc et la duchesse de Guermantes, je m'étais, en attendant de pouvoir saluer la maîtresse de maison, assis sur une bergère vide dans le deuxième salon, quand du premier, où sans doute elle avait été assise tout à fait au premier rang de chaises, je vis déboucher, majestueuse, ample et haute, dans une longue robe de satin jaune, à laquelle étaient attachés en relief d'énormes pavots noirs, la duchesse. Sa vue ne me causait plus aucun trouble. Un certain jour, m'imposant les mains sur le front, comme c'était son habitude quand elle avait peur de me faire de la peine, en me disant « Ne continue pas tes sorties pour rencontrer madame de Guermantes, tu es la fable de la maison. D'ailleurs, vois comme ta grand-mère est souffrante, tu as vraiment des choses plus sérieuses à faire que de te poster sur le chemin d'une femme qui se moque de toi. » D'un seul coup, comme un hypnotiseur qui vous fait revenir du lointain pays où vous vous imaginiez être et vous rouvre les yeux, ou comme le médecin qui, vous rappelant au sentiment du devoir et de la réalité, vous guérit d'un mal imaginaire dans lequel vous vous complaisiez, ma mère m'avait réveillé d'un trop long songe. La journée qui avait suivi avait été consacrée à dire un dernier adieu à ce mal auquel je renonçais. J'avais chanté des heures de suite en pleurant l'adieu de Schubert. Adieu, des voix étranges t'appellent loin de moi, céleste cœur des anges. Et puis ça avait été fini. J'avais cessé mes sorties du matin, et si facilement que je tirai alors le pronostic, qu'on verra se trouver faux plus tard, que je m'habituerais aisément, dans le cours de ma vie, à ne plus voir une femme. Et quand ensuite Françoise m'eut raconté que Jupien, désireux de s'agrandir, cherchait une boutique dans le quartier, désireux de lui en trouver une, tout heureux aussi en flânant dans la rue que déjà de mon lit j'entendais crier lumineusement comme une plage, de voir sous le rideau de fer levé des crèmeries les petites laitières à manches blanches, j'avais pu recommencer ces sorties. Fort librement, du reste, car j'avais conscience de ne plus les faire dans le but de voir madame de Guermantes. Telle une femme qui prend des précautions infinies tant qu'elle a un amant, du jour qu'elle a rompu avec lui, laisse traîner ses lettres au risque de découvrir à son mari le secret d'une faute dont elle a fini de s'effrayer en même temps que de la commettre. Ce qui me faisait de la peine, c'était d'apprendre que presque toutes les maisons étaient habitées par des gens malheureux. Ici, la femme pleurait sans cesse parce que son mari la trompait. Là, c'était l'inverse. Ailleurs, une mère travailleuse, rouée de coups par un fils ivrogne, tâchait de cacher sa souffrance aux yeux des voisins. Toute une moitié de l'humanité pleurait. Et quand je la connus, je vis qu'elle était si exaspérante que je me demandais si ce n'était pas le mari ou la femme adultère, qu'il était seulement parce que le bonheur légitime leur avait été refusé, et se montraient charmants et loyaux envers tout autre que leur femme ou leur mari, qui avait raison. Bientôt je n'avais même plus eu la raison d'être utile à Jupien pour continuer mes pérégrinations matinales. Car on apprit que l'ébéniste de notre cour, dont les ateliers n'étaient séparés de la boutique de Jupien que par une cloison fort mince, allait recevoir son congé du gérant parce qu'il frappait des coups trop bruyants. Jupien ne pouvait espérer mieux. Les ateliers avaient un sous-sol où mettre les boiseries et qui communiquait avec nos caves. Jupien y mettrait son charbon, ferait abattre la cloison et aurait une seule et vaste boutique. Mais, même sans l'amusement de chercher pour lui, j'avais continué à sortir avant déjeuner. Même comme Jupien, trouvant le prix que M. de Guermantes faisait très élevé, laissait visiter pour que, découragé de ne pas trouver de locataire, le duc se résignât à lui faire une diminution, Françoise, ayant remarqué que, même après l'heure où on ne visitait pas, le concierge laissait contre la porte de la boutique à louer, flaira un piège dressé par le concierge pour attirer la fiancée du valet de pied des Guermantes. Ils y trouveraient une retraite d'amour, et ensuite les surprendre. Quoi qu'il en fût, bien que n'ayant plus à chercher une boutique pour Jupien, je continuai à sortir avant le déjeuner. Souvent dans ces sorties, je rencontrais M. de Norpois.
Il arrivait que, causant avec un collègue, il jetait sur moi des regards qui, après m'avoir entièrement examiné, se détournaient vers son interlocuteur sans m'avoir plus souri ni salué que s'il ne m'avait pas connu du tout. Car, chez ces importants diplomates, regarder d'une certaine manière n'a pas pour but de vous faire savoir qu'ils vous ont vu, mais qu'ils ne vous ont pas vu, et qu'ils ont à parler avec leurs collègues de quelques questions sérieuses. Une grande femme que je croisais souvent près de la maison était moins discrète avec moi, car bien que je ne la connusse pas, elle se retournait vers moi, m'attendait, inutilement, devant les vitrines des marchands, me souriait comme si elle allait m'embrasser, faisait le geste de s'abandonner. Elle reprenait un air glacial à mon égard si elle rencontrait quelqu'un qu'elle connut. Depuis longtemps déjà dans ces courses du matin, selon ce que j'avais à faire, fût-ce acheter le plus insignifiant journal, je choisissais le chemin le plus direct, sans regret s'il était en dehors du parcours habituel que suivaient les promenades de la duchesse, et, s'il en faisait au contraire partie, sans scrupule et sans dissimulation, parce qu'il ne me paraissait plus le chemin défendu où j'arrachais à une ingrate la faveur de la voir malgré elle. Mais je n'avais pas songé que ma guérison, en me donnant à l'égard de madame de Guermantes une attitude normale, accomplirait parallèlement la même œuvre en ce qui la concernait, et rendrait possible une amabilité, une amitié qui ne m'importait plus. Jusque-là, les efforts du monde entier ligués pour me rapprocher d'elle eussent expiré devant le mauvais sort que jette un amour malheureux. Des fées plus puissantes que les hommes ont décrété que, dans ces cas-là, rien ne pourra servir, jusqu'au jour où nous aurons dit sincèrement dans notre cœur la parole « Je n'aime plus ». J'en avais voulu à Saint-Loup de ne m'avoir pas mené chez sa tante, mais pas plus que n'importe qui, il n'était capable de briser un enchantement. Tandis que j'aimais madame de Guermantes, les marques de gentillesse que je recevais des autres, les compliments, me faisaient de la peine, non seulement parce que cela ne venait pas d'elle, mais parce qu'elle ne les apprenait pas. Or, les eût-elle su que cela n'eût été d'aucune utilité? Même dans les détails d'une affection, une absence, le refus d'un dîner, une rigueur involontaire, inconsciente, servent plus que tous les cosmétiques et les plus beaux habits. Il y aurait des parvenus, si on enseignait dans ce sens l'art de parvenir. Au moment où elle traversait le salon où j'étais assis, la pensée pleine du souvenir des amis que je ne connaissais pas et qu'elle allait peut-être retrouver tout à l'heure dans une autre soirée, madame de Guermantes m'aperçut sur ma bergère, véritable indifférent, qui ne cherchait qu'à être aimable, alors que, tandis que j'aimais, j'avais tant essayé de prendre, sans y réussir, l'air d'indifférence. Elle obliqua, vint à moi, et retrouvant le sourire du soir de l'opéra-comique, et que le sentiment pénible d'être aimée par quelqu'un qu'elle n'aimait pas n'effaçait plus, « Non, ne vous dérangez pas. Vous permettez que je m'asseye un instant à côté de vous ?» me dit-elle en relevant gracieusement son immense jupe qui, sans cela, eût occupé la bergère dans son entier. Plus grande que moi, et accrue encore de tout le volume de sa robe, j'étais presque effleuré par son admirable bras nu, autour duquel un duvet imperceptible et innombrable faisait fumer perpétuellement comme une vapeur dorée, et par la torsade blonde de ses cheveux qui m'envoyaient leur odeur. N'ayant guère de place, elle ne pouvait se tourner facilement vers moi et, obligée de regarder plutôt devant elle que de mon côté, prenait une expression rêveuse et douce, comme dans un portrait. « Avez-vous des nouvelles de Robert ?» me dit-elle. Madame de Villeparisis passa à ce moment-là. « Eh bien, vous arrivez à une jolie heure, monsieur, pour une fois qu'on vous voit. » Et remarquant que je parlais avec sa nièce, supposant peut-être que nous étions plus liés qu'elle ne savait, « Mais je ne veux pas vous déranger dans votre conversation avec Oriane, ajouta-t-elle, car les bons offices de l'entremetteuse font partie des devoirs d'une maîtresse de maison. Vous ne voulez pas venir dîner mercredi avec elle? C'était le jour où je devais dîner avec madame de Stermaria. Je refusai. Et samedi? Ma mère, revenant le samedi ou le dimanche, c'eût été peu gentil de ne pas rester tous les soirs à dîner avec elle. Je refusai donc encore. Ah, vous n'êtes pas un homme facile à avoir chez soi. Pourquoi ne venez jamais vous me voir? Pourquoi ne venez-vous jamais me voir?
me dit madame de Guermantes quand madame de Villeparisis se fut éloignée pour féliciter les artistes et remettre à la diva un bouquet de roses dont la main qu'il offrait faisait seule tout le prix, car il n'avait coûté que 20 francs. C'était du reste son prix maximum quand on n'avait chanté qu'une fois. Celles qui prêtaient leur concours à toutes les matinées et soirées recevaient des roses peintes par la marquise. C'est ennuyeux de ne jamais se voir que chez les autres. Puisque vous ne voulez pas dîner avec moi chez ma tante, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner chez moi? Certaines personnes, étant restées le plus longtemps possible sous des prétextes quelconques, mais qui sortaient enfin, voyant la duchesse assise pour causer avec un jeune homme sur un meuble si étroit qu'on n'y pouvait tenir que deux, pensèrent qu'on les avait mal renseignés, que c'était la duchesse, non le duc, qui demandait la séparation, à cause de moi. Puis elles se hâtèrent de répandre cette nouvelle. J'étais plus à même que personne d'en connaître la fausseté. Mais j'étais surpris que dans ces périodes difficiles où s'effectue une séparation non encore consommée, la duchesse, au lieu de s'isoler, invita justement quelqu'un qu'elle connaissait aussi peu. J'eus le soupçon que le duc avait été seul à ne pas vouloir qu'elle me reçût, et que maintenant qu'il la quittait, elle ne voyait plus d'obstacle à s'entourer des gens qui lui plaisaient. 2 minutes auparavant, j'eusse été stupéfait si on m'avait dit que madame de Guermantes allait me demander d'aller la voir, encore plus de venir dîner. J'avais beau savoir que le salon Guermantes ne pouvait pas présenter les particularités que j'avais extraites de ce nom, le fait qu'il m'avait été interdit d'y pénétrer, en m'obligeant à lui donner le même genre d'existence qu'au salon dont nous avons lu la description dans un roman ou vu l'image dans un rêve, me le faisait, même quand j'étais certain qu'il était pareil à tous les autres, imaginer tout différent. Entre moi et lui, il y avait la barrière où finit le réel. Dîner chez les Guermantes, c'était comme entreprendre un voyage longuement désiré. Faire passer un désir de ma tête devant mes yeux et lier connaissance avec un songe. Du moins eussé-je pu croire qu'il s'agissait d'un de ces dîners auxquels les maîtres de maison invitent quelqu'un en disant « Venez, il n'y aura absolument que nous », feignant d'attribuer aux parias la crainte qu'ils éprouvent de le voir mêlé à leurs autres amis, et cherchant même à transformer en une enviable privilège réservé aux seuls intimes la quarantaine de l'exclu, malgré lui sauvage et favorisé. Je sentis au contraire que madame de Guermantes avait le désir de me faire goûter à ce qu'elle avait de plus agréable quand elle me dit, mettant d'ailleurs devant mes yeux comme la beauté violâtre d'une arrivée chez la tante de Fabrice et le miracle d'une présentation au comte Mosca, « Vendredi, vous ne seriez pas libre en petit comité ? Ce serait gentil. Il y aura la princesse de Parme qui est charmante. D'abord, je ne vous inviterai pas si ce n'était pas pour rencontrer des gens agréables. » Déserté dans les milieux mondains intermédiaires, qui sont livrés à un mouvement perpétuel d'ascension, la famille joue au contraire un rôle important dans les milieux immobiles, comme la petite bourgeoisie, et comme l'aristocratie princière, qui ne peut chercher à s'élever puisque, au-dessus d'elle, à son point de vue spécial, il n'y a rien. L'amitié que me témoignait la tante Villeparisis et Robert avait peut-être fait de moi pour madame de Guermantes et ses amis, vivant toujours sur eux-mêmes et dans une même coterie, l'objet d'une attention curieuse que je ne soupçonnais pas. Elle avait de ces parents-là une connaissance familiale, quotidienne, vulgaire, fort différente de ce que nous imaginons, et dans laquelle, si nous nous y trouvons compris, loin que nos actions en soient expulsées comme le grain de poussière de l'œil ou la goutte d'eau de la trachée artère, elles peuvent rester gravées, être commentées, racontées encore des années après que nous les avons oubliées nous-mêmes, dans le palais où nous sommes étonnés de les retrouver comme une lettre de nous dans une précieuse collection d'autographes. De simples gens élégants peuvent défendre leurs portes trop envahies, mais celle des Guermantes ne l'était pas. Un étranger n'avait presque jamais l'occasion de passer devant elle. Pour une fois que la duchesse s'envoyait désigner un, elle ne songeait pas à se préoccuper de la valeur mondaine qu'il apporterait, puisque c'était chose qu'elle conférait et ne pouvait recevoir. Elle ne pensait qu'à ses qualités réelles. Madame de Villeparisis et Saint-Loup lui avaient dit que j'en possédais, et sans doute ne les eût-elle pas crus, si elle n'avait remarqué qu'il ne pouvait jamais arriver à me faire venir quand il le voulait, donc que je ne tenais pas au monde.
ce qui semblait à la duchesse le signe qu'un étranger faisait partie des gens agréables. Il fallait voir, parlant de femmes qu'elle n'aimait guère, comme elle changeait de visage aussitôt si on nommait à propos de l'une, par exemple, sa belle-sœur. « Oh, elle est charmante !» disait-elle d'un air de finesse et de certitude. La seule raison qu'elle en donna était que cette dame avait refusé d'être présentée à la marquise de Chosegros et à la princesse de Silistrie. Elle n'ajoutait pas que cette dame avait refusé de lui être présentée à elle-même, duchesse de Guermantes. Cela avait eu lieu pourtant. Et depuis ce jour, l'esprit de la duchesse travaillait sur ce qui pouvait bien se passer chez la dame, si difficile à connaître. Elle mourait d'envie d'être reçue chez elle. Les gens du monde ont tellement l'habitude qu'on les recherche que qui les fuit leur semble un phénix et accapare leur attention. Le motif véritable de m'inviter était-il dans l'esprit de madame de Guermantes, depuis que je ne l'aimais plus, que je ne recherchais pas ses parents, quoiqu'étant recherché d'eux? Je ne sais. En tout cas, s'étant décidée à m'inviter, elle voulait me faire les honneurs de ce qu'elle avait de meilleur chez elle, et éloigner ceux de ses amis qui auraient pu m'empêcher de revenir, ceux qu'elle savait ennuyeux. Je n'avais pas su à quoi attribuer le changement de route de la duchesse, quand je l'avais vue dévier de sa marche stellaire, venir s'asseoir à côté de moi et m'inviter à dîner. Effet de cause ignorée, faute de sens spécial qui nous renseigne à cet égard. Nous nous figurons les gens que nous connaissons à peine, comme moi la duchesse, comme ne pensant à nous que dans les rares moments où ils nous voient. Or, cet oubli idéal, où nous nous figurons qu'ils nous tiennent, est absolument arbitraire. De sorte que, pendant que dans le silence de la solitude, pareil à celui d'une belle nuit, nous nous imaginons les différentes reines de la société poursuivant leur route dans le ciel à une distance infinie, nous ne pouvons nous défendre d'un sursaut de malaise ou de plaisir s'il nous tombe de là-haut, comme un aérolithe portant gravé notre nom, que nous croyons inconnu dans Vénus ou Cassiopée, une invitation à dîner ou un méchant potin. Peut-être, parfois, quand, à l'imitation des princes persans, qui, au dire du livre d'Esther, se faisaient lire les registres où étaient inscrits les noms de ceux de leurs sujets qui leur avaient témoigné du zèle, madame de Guermantes consultait la liste des gens bien intentionnés. Elle s'était dit de moi, un à qui nous demanderons de venir dîner. Mais d'autres pensées l'avaient distraite. De soins tumultueux, un prince environné, vers de nouveaux objets et sans cesse entraîné, jusqu'au moment où elle m'avait aperçu seul comme Mardochée à la porte du palais. Et ma vue ayant rafraîchi sa mémoire, elle voulait, telle Assuérus, me combler de ses dons. Cependant, je dois dire qu'une surprise d'un genre opposé allait suivre celle que j'avais eue au moment où madame de Guermantes m'avait invité. Cette première surprise, comme j'avais trouvé plus modeste de ma part et plus reconnaissant de ne pas la dissimuler et d'exprimer au contraire avec exagération ce qu'elle avait de joyeux, madame de Guermantes, qui se disposait à partir pour une dernière soirée, venait de me dire, presque comme une justification, et par peur que je ne susse pas bien qui elle était, pour avoir l'air si étonné d'être invité chez elle, « Vous savez que je suis la tante de Robert de Saint-Loup, qui vous aime beaucoup, et du reste, nous nous sommes déjà vus ici. » En répondant que je le savais, j'ajoutai que je connaissais aussi monsieur de Charlus, lequel avait été très bon pour moi à Balbec et à Paris. Madame de Guermantes parut étonnée, et ses regards semblèrent se reporter, comme pour une vérification, à une page déjà plus ancienne du livre intérieur. « Comment? Vous connaissez Palamède ?» Ce prénom prenait dans la bouche de madame de Guermantes une grande douceur, à cause de la simplicité involontaire avec laquelle elle parlait d'un homme si brillant, mais qui n'était pour elle que son beau-frère et le cousin avec lequel elle avait été élevée. Et dans le gris confus qu'était pour moi la vie de la duchesse de Guermantes, ce nom de Palamède m'était comme la clarté des longues journées d'été où elle avait joué avec lui, jeune fille, à Guermantes, au jardin. De plus, dans cette partie depuis longtemps écoulée de leur vie, Oriane de Guermantes et son cousin Palamède
avaient été fort différents de ce qu'ils étaient devenus depuis. M. de Charlus, notamment, tout entier livré à des goûts d'art qu'il avait si bien réfrénés par la suite, que je fus stupéfait d'apprendre que c'était par lui qu'avait été peint l'immense éventail d'iris jaunes et noirs que déployait en ce moment la duchesse. Elle eût pu aussi me montrer une petite sonatine qu'il avait autrefois composée pour elle. J'ignorais absolument que le baron eût tous ces talents dont il ne parlait jamais. Disons en passant que M. de Charlus n'était pas enchanté que dans sa famille on l'appelât Palamède. Pour Mémé, on eût pu comprendre encore que cela ne lui plût pas. Ces stupides abréviations sont un signe de l'incompréhension que l'aristocratie a de sa propre poésie. Le judaïsme a d'ailleurs la même, puisqu'un neveu de Lady Rufus Israël, qui s'appelait Moïse, était couramment appelé dans le monde Momo, en même temps que de sa préoccupation de ne pas avoir l'air d'attacher d'importance à ce qui est aristocratique. Or, M. de Charlus avait sur ce point plus d'imagination poétique et plus d'orgueil exhibé. Mais la raison qui lui faisait peu goûter Mémé n'était pas celle-là, puisqu'elle s'étendait aussi au beau prénom de Palamède. La vérité est que se jugeant, se sachant d'une famille princière, il aurait voulu que son frère et sa belle-sœur disent de lui Charlus, comme la reine Marie-Amélie ou le duc d'Orléans pouvaient dire de leurs fils, petits-fils, neveux et frères Joinville, Nemours, Chartres, Paris. Quel cachottier que ce Mémé, s'écria-t-elle. Nous lui avons parlé longuement de vous, il nous a dit qu'il serait très heureux de faire votre connaissance, absolument comme s'il ne vous avait jamais vu. Avouez qu'il est drôle. Et ce qui n'est pas très gentil de ma part à dire d'un beau-frère que j'adore et dont j'admire la rare valeur, par moments un peu fou. Je fus très frappé de ce mot appliqué à M. de Charlus. Et je me dis que cette demi-folie expliquait peut-être certaines choses. Par exemple, qu'il eût paru si enchanté du projet de demander à Bloch de battre sa propre mère. Je m'avisai que non seulement par les choses qu'il disait, mais par la manière dont il les disait, M. de Charlus était un peu fou. La première fois qu'on entend un avocat ou un acteur, on est surpris de leur ton tellement différent de la conversation. Mais comme on se rend compte que tout le monde trouve cela tout naturel, on ne dit rien aux autres, on ne se dit rien à soi-même, on se contente d'apprécier le degré de talent. Tout au plus pense-t-on d'un acteur du théâtre français, pourquoi, au lieu de laisser retomber son bras levé, l'a-t-il fait descendre par petites saccades coupées de repos pendant au moins 10 minutes? Ou d'un Laborie, pourquoi, dès qu'il a ouvert la bouche, a-t-il émis ces sons tragiques, inattendus, pour dire la chose la plus simple? Mais, comme tout le monde admet cela a priori, on n'est pas choqué. De même, en y réfléchissant, on se disait que M. de Charlus parlait de soi avec emphase, sur un ton qui n'était nullement celui du débit ordinaire. Il semblait qu'on eût dû à toute minute lui dire « Mais pourquoi criez-vous si fort? Pourquoi êtes-vous si insolent ?» Seulement, tout le monde semblait bien avoir admis tacitement que c'était bien ainsi. Et on entrait dans la ronde qui lui faisait fête pendant qu'il pérorait. Mais certainement, à de certains moments, un étranger eût cru entendre crier un dément. « Mais vous êtes sûr que vous ne confondez pas que vous parlez bien de mon beau-frère Palamède ?» ajouta la duchesse avec une légère impertinence qui se greffait chez elle sur la simplicité. Je répondis que j'étais absolument sûr et qu'il fallait que M. de Charlus eût mal entendu mon nom. « Eh bien, je vous quitte, » me dit comme à regret madame de Guermantes. « Il faut que j'aille une seconde chez la princesse de Ligne. Vous n'y allez pas? Non, vous n'aimez pas le monde. Vous avez bien raison. C'est assommant. Si je n'étais pas obligé. Mais c'est ma cousine, ce ne serait pas gentil. Je regrette égoïstement pour moi parce que j'aurais pu vous conduire, même vous ramener. Alors je vous dis au revoir et je me réjouis pour mercredi. » Que M. de Charlus eût rougi de moi devant M. d'Argencourt passe encore. Mais qu'à sa propre belle-sœur et qui avait une si haute idée de lui, il niât me connaître, fait si naturel, puisque je connaissais à la fois sa tante et son neveu, c'était ce que je ne pouvais comprendre. Je terminerai ceci en disant qu'à un certain point de vue, il y avait chez madame de Guermantes une véritable grandeur, qui consistait à effacer entièrement tout ce que d'autres n'eussent qu'incomplètement oublié.
Elle ne m'eût jamais rencontré la harcelant, la suivant, la pistant dans ses promenades matinales. Elle n'eût jamais répondu à mon salut quotidien avec une impatience excédée. Elle n'eût jamais envoyé promener Saint-Loup quand il l'avait supplié de m'inviter, qu'elle n'aurait pas pu avoir avec moi des façons plus noblement et naturellement aimables. Non seulement elle ne s'attardait pas à des explications rétrospectives, à des demi-mots, à des sourires ambigus, à des sous-entendus, non seulement elle avait dans son affabilité actuelle, sans retour en arrière, sans réticence, quelque chose d'aussi fièrement rectiligne que sa majestueuse stature, mais les griefs qu'elle avait pu ressentir contre quelqu'un dans le passé étaient si entièrement réduits en cendres, ces cendres étaient elles-mêmes rejetées si loin de sa mémoire, ou tout au moins de sa manière d'être, qu'à regarder son visage, chaque fois qu'elle avait à traiter par la plus belle des simplifications ce qui chez tant d'autres eût été prétexte à des restes de froideur, à des récriminations, on avait l'impression d'une sorte de purification. Mais si j'étais surpris de la modification qui s'était opérée en elle à mon égard, combien je l'étais plus d'en trouver en moi une tellement plus grande au sien. N'y avait-il pas eu un moment où je ne reprenais vie et force que si j'avais, échafaudant toujours de nouveaux projets, cherché quelqu'un qui me ferait recevoir par elle, et après ce premier bonheur en procurerait bien d'autres à mon cœur de plus en plus exigeant? C'était l'impossibilité de rien trouver qui m'avait fait partir à Doncières voir Robert de Saint-Loup. Et maintenant c'était bien par les conséquences dérivant d'une lettre de lui que j'étais agité, mais à cause de madame de Stermaria, et non madame de Guermantes. Ajoutons, pour en finir avec cette journée, qu'il s'y passa un fait, démenti quelques jours après, qui ne laissa pas de m'étonner, me brouilla pour quelque temps avec Bloch, et qui constitue en soi une de ces curieuses contradictions dont on va trouver l'explication à la fin de ce volume. Sodome. Donc, chez madame de Villeparisis, Bloch ne cessa de me vanter l'air d'amabilité de monsieur de Charlus, lequel Charlus, quand il le rencontrait dans la rue, le regardait dans les yeux comme s'il le connaissait, avait envie de le connaître, savait très bien qui il était. J'en souris d'abord, Bloch s'étant exprimé avec tant de violence à Balbec sur le compte du même monsieur de Charlus. Et je pensais simplement que Bloch, à l'instar de son père pour Bergotte, connaissait le baron sans le connaître, et que ce qu'il prenait pour un regard aimable était un regard distrait. Mais enfin Bloch vint à tant de précision, et sembla si certain, qu'à 2 ou 3 reprises M. de Charlus avait voulu l'aborder, que, me rappelant que j'avais parlé de mon camarade au baron, lequel m'avait justement, en revenant d'une visite chez madame de Villeparisis, posé sur lui diverses questions, je fis la supposition que Bloch ne mentait pas, que M. de Charlus avait appris son nom, qu'il était mon ami, etc. Aussi, quelque temps après, au théâtre, je demandai à M. de Charlus de lui présenter Bloch, et sur son acquiescement, aller le chercher. Mais dès que M. de Charlus l'aperçut, un étonnement aussitôt réprimé se peignit sur sa figure, où il fut remplacé par une étincelante fureur. Non seulement il ne tendit pas la main à Bloch, mais chaque fois que celui-ci lui adressa la parole, il lui répondit de l'air le plus insolent, d'une voix irritée et blessante. De sorte que Bloch, qui, à ce qu'il disait, n'avait eu jusque-là du baron que des sourires, crut que je l'avais non pas recommandé, mais desservi, pendant le court entretien où, sachant le goût de M. de Charlus pour les protocoles, je lui avais parlé de mon camarade, avant de l'amener à lui. Bloch nous quitta, éreinté comme qui a voulu monter un cheval tout le temps prêt à prendre le mors aux dents, ou nager contre des vagues qui vous rejettent sans cesse sur le galet, et ne me reparla pas de 6 mois. Les jours qui précédèrent mon dîner avec madame de Stermaria me furent non pas délicieux, mais insupportables. C'est qu'en général, plus le temps qui nous sépare de ce que nous nous proposons est court, plus il nous semble long, parce que nous lui appliquons des mesures plus brèves ou simplement parce que nous songeons à le mesurer. La papauté, dit-on, compte par siècle, et peut-être même ne songe pas à compter, parce que son but est à l'infini.
Le mien étant seulement à la distance de 3 jours, je comptais par seconde. Je me livrais à ces imaginations qui sont des commencements de caresses qu'on enrage de ne pouvoir faire achever par la femme elle-même, ces caresses-là précisément, à l'exclusion de toute autre. Et en somme, s'il est vrai qu'en général la difficulté d'atteindre l'objet d'un désir l'accroît, la difficulté, non l'impossibilité, car cette dernière le supprime. Pourtant, pour un désir tout physique, la certitude qu'il sera réalisé à un moment prochain et déterminé n'est guère moins exaltante que l'incertitude. Presque autant que le doute anxieux, l'absence de doute rend intolérable l'attente du plaisir infaillible, parce qu'elle fait de cette attente un accomplissement innombrable, et par les fréquences des représentations anticipées, divise le temps en tranches aussi menues que ferait l'angoisse. Ce qu'il me fallait, c'était posséder madame de Stermaria. Car depuis plusieurs jours, avec une activité incessante, mes désirs avaient préparé ce plaisir-là dans mon imagination, et ce plaisir seul. Un autre, le plaisir avec une autre, n'eût pas, lui, été prêt. Le plaisir n'étant que la réalisation d'une envie préalable, et qui n'est pas toujours la même, qui change selon les 1000 combinaisons de la rêverie, les hasards du souvenir, l'état du tempérament, l'ordre de disponibilité des désirs, dont les derniers exaucés se reposent jusqu'à ce qu'ait été un peu oubliée la déception de l'accomplissement. Je n'eusse pas été prêt. J'avais déjà quitté la grande route des désirs généraux et m'étais engagé dans le sentier d'un désir particulier. Il aurait fallu, pour désirer un autre rendez-vous, revenir de trop loin pour rejoindre la grande route et prendre un autre sentier. Posséder madame de Stermaria dans l'île du bois de Boulogne où je l'avais invitée à dîner, tel était le plaisir que j'imaginais à toute minute. Il eût été naturellement détruit si j'avais dîné dans cette île sans madame de Stermaria, mais peut-être aussi fort diminué en dînant, même avec elle, ailleurs. Du reste, les attitudes selon lesquelles on se figure un plaisir sont préalables à la femme, au genre de femme qui convient pour cela. Elle le commande, et aussi le lieu. Et à cause de cela font revenir alternativement dans notre capricieuse pensée telle femme, tel site, telle chambre, quand d'autres semaines nous eussions dédaigné. Filles de l'attitude, telles femmes ne vont pas sans le grand lit où on trouve la paix à leur côté. Et d'autres, pour être caressées avec une intention plus secrète, veulent les feuilles au vent, les eaux dans la nuit, sont légères et fuyantes autant qu'elles. Sans doute déjà, bien avant d'avoir reçu la lettre de Saint-Loup, et quand il ne s'agissait pas encore de madame de Stermaria, l'île du bois m'avait semblé faite pour le plaisir, parce que je m'étais trouvé à aller y goûter la tristesse de n'en avoir aucun à y abriter. C'est au bord du lac qui conduisent à cette île, et le long desquelles, dans les dernières semaines de l'été, vont se promener les Parisiennes qui ne sont pas encore parties, que, ne sachant plus où la retrouver, et si même elle n'a pas déjà quitté Paris, on erre avec l'espoir de voir passer la jeune fille dont on est tombé amoureux dans le dernier bal de l'année, qu'on ne pourra plus retrouver dans aucune soirée avant le printemps suivant. Se sentant à la veille, peut-être au lendemain du départ de l'être aimé, on suit au bord de l'eau frémissante ces belles allées où déjà une première feuille rouge fleurit comme une dernière rose. On scrute cet horizon, où par un artifice inverse à celui de ces panoramas sous la rotonde desquels les personnages en cire du premier plan donnent à la toile peinte du fond l'apparence illusoire de la profondeur et du volume, nos yeux passant sans transition du parc cultivé aux hauteurs naturelles de Meudon et du mont Valérien, ne savent pas où mettre une frontière, et font entrer la vraie campagne dans l'œuvre du jardinage dont ils projettent bien au-delà d'elle-même l'agrément artificiel. Ainsi ces oiseaux rares, élevés en liberté dans un jardin botanique, et qui chaque jour, au gré de leurs promenades ailées, vont poser jusque dans les bois limitrophes une note exotique. Entre la dernière fête de l'été et l'exil de l'hiver,
On parcourt anxieusement ce royaume romanesque des rencontres incertaines et des mélancolies amoureuses, et on ne serait pas plus surpris qu'il fût situé hors de l'univers géographique que si, à Versailles, au haut de la terrasse, observatoire autour duquel les nuages s'accumulent contre le ciel bleu, dans le style de Van der Meulen, après s'être ainsi élevé en dehors de la nature, on apprenait que là où elle recommence, au bout du Grand Canal, les villages qu'on ne peut distinguer à l'horizon éblouissant comme la mer s'appellent Fleurus ou Nimègue. Et le dernier équipage passé, quand on sent avec douleur qu'elle ne viendra plus, on va dîner dans l'île. Au-dessus des peupliers tremblants qui rappellent sans fin les mystères du soir, plus qu'ils n'y répondent, un nuage rose met une dernière couleur de vie dans le ciel apaisé. Quelques gouttes de pluie tombent sans bruit sur l'eau antique, mais dans sa divine enfance restée toujours couleur du temps, et qui oublie à tout moment les images des nuages et des fleurs. Et après que les géraniums ont inutilement, en intensifiant l'éclairage de leurs couleurs, lutté contre le crépuscule assombri, une brume vient envelopper l'île qui s'endort. On se promène dans l'humide obscurité le long de l'eau, où tout au plus le passage silencieux d'un cygne vous étonne, comme dans un lit nocturne, les yeux un instant grands ouverts et le sourire d'un enfant qu'on ne croyait pas réveillé. Alors on voudrait d'autant plus avoir avec soi une amoureuse qu'on se sent seul et qu'on peut se croire loin. Mais dans cette île, où même l'été il y avait souvent du brouillard, combien je serais plus heureux d'emmener madame de Stermaria maintenant que la mauvaise saison, que la fin de l'automne était venue. Si le temps qu'il faisait depuis dimanche n'avait à lui seul rendu grisâtres et maritimes les pays dans lesquels mon imagination vivait, comme d'autres saisons les faisaient embaumés, lumineux, italiens, l'espoir de posséder dans quelques jours madame de Stermaria eût suffi pour faire se lever 20 fois par heure un rideau de brume dans mon imagination monotonement nostalgique. En tout cas, le brouillard qui depuis la veille s'était élevé même à Paris, non seulement me faisait songer sans cesse au pays natal de la jeune femme que je venais d'inviter, mais comme il était probable que bien plus épais encore que dans la ville, il devait le soir envahir le bois, surtout au bord du lac, je pensais qu'il ferait pour moi de l'île des Cygnes un peu l'île de Bretagne, dont l'atmosphère maritime et brumeuse avait toujours entouré pour moi comme un vêtement la pâle silhouette de madame de Stermaria. Certes, quand on est jeune, à l'âge que j'avais dans mes promenades du côté de mes églises, notre désir, notre croyance, confèrent aux vêtements d'une femme une particularité individuelle, une irréductible essence. On poursuit la réalité. Mais à force de la laisser échapper, on finit par remarquer qu'à travers toutes ces vaines tentatives où on a trouvé le néant, quelque chose de solide subsiste. C'est ce qu'on cherchait. On commence à dégager, à connaître ce qu'on aime. On tâche à se le procurer, fût-ce au prix d'un sacrifice. Alors, à défaut de la croyance disparue, le costume signifie la suppléance à celle-ci par le moyen d'une illusion volontaire. Je savais bien qu'à une demi-heure de la maison je ne trouverais pas la Bretagne, mais en me promenant enlacé à madame de Stermaria, dans les ténèbres de l'île, au bord de l'eau, je ferais comme d'autres, qui, ne pouvant pénétrer dans un couvent, du moins avant de posséder une femme, l'habillent en religieuse. Je pouvais même espérer d'écouter avec la jeune femme quelques clapotis de vagues, car la veille du dîner, une tempête se déchaîna. Je commençai à me raser pour aller dans l'île retenir le cabinet, bien qu'à cette époque de l'année l'île fût vide et le restaurant désert, et arrêter le menu pour le dîner du lendemain, quand Françoise m'annonça Albertine. Je fis entrer aussitôt, indifférent à ce qu'elle me vit enlaidi d'un menton noir, celle pour qui, à Balbec, je ne me trouvais jamais assez beau, et qui m'avait coûté alors autant d'agitation et de peine que maintenant madame de Stermaria. Je tenais à ce que celle-ci reçût la meilleure impression possible de la soirée du lendemain.
Aussi je demandai à Albertine de m'accompagner tout de suite jusqu'à Lille pour m'aider à faire le menu. Celle à qui on donne tout est si vite remplacée par une autre qu'on est étonné soi-même de donner ce qu'on a de nouveau à chaque heure sans espoir d'avenir. À ma proposition, le visage souriant et rose d'Albertine, sous un toquet plat qui descendait très bas jusqu'aux yeux, sembla hésiter. Elle devait avoir d'autres projets. En tout cas, elle me les sacrifia aisément, à ma grande satisfaction, car j'attachais beaucoup d'importance à avoir avec moi une jeune ménagère qui saurait bien mieux que moi commander le dîner. Il est certain qu'elle avait représenté tout autre chose pour moi à Balbec. Mais notre intimité, même quand nous ne la jugeons pas alors assez étroite, avec une femme dont nous sommes épris, crée entre elle et nous, malgré les insuffisances qui nous font souffrir alors, des liens sociaux qui survivent à notre amour et même au souvenir de notre amour. Alors, dans celle qui n'est plus pour nous qu'un moyen et un chemin vers d'autres, nous sommes tout aussi étonnés et amusés d'apprendre de notre mémoire ce que son nom signifia d'original pour l'autre être que nous avons été autrefois, que si, après avoir jeté à un cocher une adresse, boulevard des Capucines ou rue du Bac, en pensant seulement à la personne que nous allons y voir, nous nous avisons que ces noms furent jadis celui des religieuses capucines dont le couvent se trouvait là, et celui du Bac qui traversait la Seine. Certes, mes désirs de Balbec avaient si bien mûri le corps d'Albertine, y avaient accumulé des saveurs si fraîches et si douces, que, pendant notre course au bois, tandis que le vent, comme un jardinier soigneux, secouait les arbres, faisait tomber les fruits, balayait les feuilles mortes, je me disais que s'il y avait eu un risque pour que Saint-Loup se fût trompé, ou que j'eusse mal compris sa lettre et que mon dîner avec madame de Stermaria ne me conduisit à rien, j'eusse donné rendez-vous pour le même soir très tard à Albertine, afin d'oublier pendant une heure purement voluptueuse, en tenant dans mes bras le corps dont ma curiosité avait jadis supputé, soupesé tous les charmes dont il surabondait maintenant, les émotions et peut-être les tristesses de ce commencement d'amour pour madame de Stermaria. Et certes, si j'avais pu supposer que madame de Stermaria ne m'accorderait aucune faveur le premier soir, je me serais représenté ma soirée avec elle d'une façon assez décevante. Je savais trop bien par expérience comment les deux stades qui se succèdent en nous, dans ces commencements d'amour pour une femme que nous avons désirée sans la connaître, aimant plutôt en elle la vie particulière où elle baigne qu'elle-même, presque inconnue encore, comment ces deux stades se reflètent bizarrement dans le domaine des faits, c'est-à-dire non plus en nous-mêmes, mais dans nos rendez-vous avec elle. Nous avons, sans avoir jamais causé avec elle, hésité, tenté que nous étions par la poésie qu'elle représente pour nous. Sera-ce elle ou telle autre? Et voici que les rêves se fixent autour d'elle, ne font plus qu'un avec elle. Le premier rendez-vous avec elle, qui suivra bientôt, devrait refléter cet amour naissant. Il n'en est rien. Comme s'il était nécessaire que la vie matérielle eût aussi son premier stade, l'aimant déjà, nous lui parlons de la façon la plus insignifiante. Je vous ai demandé de venir dîner dans cette île parce que j'ai pensé que ce cadre vous plairait. Je n'ai du reste rien de spécial à vous dire, mais j'ai peur qu'il fasse bien humide et que vous n'ayez froid. Mais non. Vous le dites par amabilité. Je vous permets, madame, de lutter encore un quart d'heure contre le froid pour ne pas vous tourmenter, mais dans un quart d'heure, je vous ramènerai de force. Je ne veux pas vous faire prendre un rhume. Et sans lui avoir rien dit, nous la ramenons, ne nous rappelant rien d'elle, tout au plus une certaine façon de regarder, mais ne pensant qu'à la revoir. Or, la seconde fois, ne retrouvant même plus le regard, seul souvenir, mais ne pensant plus malgré cela qu'à la revoir, le premier stade est dépassé. Rien n'a eu lieu dans l'intervalle. Et pourtant, au lieu de parler du confort du restaurant, nous disons, sans que cela étonne la personne nouvelle, que nous trouvons laide, mais à qui nous voudrions qu'on parle de nous à toutes les minutes de sa vie, nous allons avoir fort à faire pour vaincre tous les obstacles accumulés entre nos cœurs. Pensez-vous que nous y arriverons? Vous figurez-vous que nous puissions avoir raison de nos ennemis,
espérer un heureux avenir. Mais ces conversations, d'abord insignifiantes, puis faisant allusion à l'amour, n'auraient pas lieu. J'en pouvais croire la lettre de Saint-Loup. Madame de Stermaria se donnerait dès le premier soir. Je n'aurais donc pas besoin de convoquer Albertine chez moi, comme pis-aller, pour la fin de la soirée. C'était inutile. Robert n'exagérait jamais, et sa lettre était claire. Albertine me parlait peu, car elle sentait que j'étais préoccupé. Nous fîmes quelques pas à pied sous la grotte verdâtre, quasi sous-marine, d'une épaisse futaie dont le dôme, sur le dôme de laquelle nous entendions déferler le vent et éclabousser la pluie. J'écrasai par terre des feuilles mortes qui s'enfonçaient dans le sol comme des coquillages, et je poussai de ma canne des châtaignes piquantes comme des oursins. Aux branches, les dernières feuilles convulsées ne suivaient le vent que de la longueur de leur attache, mais quelquefois, celles-ci se rompant, elles tombaient à terre et le rattrapaient en courant. Je pensais avec joie combien, si ce temps durait, l'île serait demain plus lointaine encore, et en tout cas entièrement déserte. Nous remontâmes en voiture, et comme la bourrasque s'était calmée, Albertine me demanda de poursuivre jusqu'à Saint-Cloud. Ainsi qu'en bas les feuilles mortes, en haut les nuages suivaient le vent. Et des soirs migrateurs, dont une sorte de section conique pratiquée dans le ciel laissait voir la superposition rose, bleue et verte, étaient tout préparés à destination de climats plus beaux. Pour voir de plus près une déesse de marbre qui s'élançait de son socle, et toute seule dans un grand bois qui semblait lui être consacré, l'emplissait de la terreur mythologique, moitié animale, moitié sacrée de ses bonds furieux, Albertine monta sur un tertre, tandis que je l'attendais sur le chemin. Elle-même, vue ainsi d'en bas, non plus grosse et rebondie comme l'autre jour sur mon lit, où les grains de son cou apparaissaient à la loupe de mes yeux approchés, mais ciselée et fine, semblait une petite statue sur laquelle les minutes heureuses de Balbec avaient passé leurs patines. Quand je me retrouvai seul chez moi, me rappelant que j'avais été faire une course l'après-midi avec Albertine, que je dînais le surlendemain chez madame de Guermantes, et que j'avais à répondre à une lettre de Gilberte, 3 femmes que j'avais aimées, je me dis que notre vie sociale est comme un atelier d'artiste, rempli des ébauches délaissées où nous avions cru un moment pouvoir fixer notre besoin d'un grand amour. Mais je ne songeais pas que quelquefois, si l'ébauche n'est pas trop ancienne, il peut arriver que nous la reprenions, et que nous en fassions une œuvre toute différente, et peut-être même plus importante que celle que nous avions projetée d'abord.